2023 s'est envolé en un cliquement de cils. Il est maintenant temps de faire face à 2024. Nouvelle année veut dire nouveaux objectifs et pourquoi pas même nouvelle organisation. Me s'organiser, c'est avoir plus de temps pour atteindre ses objectifs et aussi avoir plus de temps pour soi. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente sur mon bilan de l'année 2023, je t'invite fortement à aller la voir en cliquant sur le lien juste ici. 2023 a été pour moi une année pleine de rebondissements. Et sûrement l'année où je me suis sentie la plus instable. Alors pour 2024, mon objectif principal, c'est de créer des routines qui me feront me sentir équilibrée et qui m'aideront à trouver une bonne balance entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Dans cette vidéo, je vais te présenter ma méthode d'organisation pour cette année 2024. Bien entendu, cette méthode peut très bien marcher pour moi, mais ne pas l'être pour toi. Donc il est important de garder un esprit critique et de voir ce que tu peux tirer de toutes ces informations pour créer, si tu le souhaites, ta propre méthode d'organisation. Alors aussi, petit point important, cette vidéo n'est absolument pas faite pour te faire culpabiliser. C'est vraiment hyper dur avec la vie du quotidien, entre le travail, les projets pro et tout le reste, de maintenir un bon équilibre et d'être organisé. Moi la première, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour qu'on puisse se reprendre en main, tous ensemble. Et pour te dire toute la vérité, j'avoue que même quand je filme que les parties de mon appart qui sont un minimum organisées. Je t'assure que tu veux vraiment pas voir le reste. Pour tout te dire, j'ai dû regarder un nombre incalculable de vidéos sur la productivité, et notamment sur des méthodes de planification de son temps, qui m'ont aidé, associée à ma propre expérience, à créer la méthode d'organisation que je suis sur le point de te présenter. Show you exactly how I use these different methods in my life to manage my own time. I'm just about to get organized. This is very handy for discussing. Although it's still the calendar blocking holy grail time. La première étape consiste à savoir quelle est notre source de motivation ou encore notre pourquoi. Qu'est-ce qui nous motive à mener une vie organisée? Et ce, en dehors des tendances que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Parce que de manière générale, dès qu'on ne sait pas pourquoi on agit d'une certaine manière ou que l'on oublie, il est très probable que l'on abandonne rapidement. Donc posons-nous la question, pourquoi est-ce que nous avons envie d'avoir une vie plus organisée et qu'est-ce que cela peut réellement nous apporter dans notre quotidien? En ce qui me concerne, je sais que je suis de nature très dispersée. Le fait d'avoir une vision claire sur ce que je dois faire m'aide énormément à garder le cap et atteindre mes objectifs sans être dispersée. Et d'une certaine manière, ça m'aide aussi à contrôler mes pensées. Parce que je sais que mes pires journées sont celles où je ne planifie rien. Dans ces journées-là, au début de la journée, mon esprit divague sur les multitudes de possibilités que la journée peut m'offrir et je finis réellement par ne rien faire parce que j'élimine une à une toutes les possibilités en cours de la journée en me disant que c'est trop tard pour commencer, qu'il manque tel ou tel truc et que j'aurais dû m'y prendre avant. Alors que si je planifie que je vais travailler 3 heures dans la journée, que j'irai faire du sport juste après dans l'après-midi et que je sortirai pour aller voir des amis en début de soirée, je sais d'avance que je comblerai tous mes besoins et que je n'ai plus à réfléchir à comment m'y prendre. Maintenant, à toi de voir. Pourquoi est-ce que tu veux t'organiser? Qu'est-ce qui te motive le plus? Et dès que c'est fait, on peut passer à la partie suivante. La deuxième étape pour organiser mon année est la visualisation. Pour y parvenir, je vais créer un vision board. C'est tout simplement un ensemble de photos qui s'alignent avec la vision future que j'imagine. Si par exemple, je souhaiterais acheter une voiture d'ici la fin de l'année, je l'ajoute dans mon vision board avec, même si je le souhaite, le modèle spécifique pour être plus précis. Dans la même idée, je peux y ajouter la maison de mes rêves, des activités que j'aimerais faire ou tout simplement des photos qui se rapprochent du style de vie que j'aimerais mener. Pour le vision board, nul besoin d'être réaliste. Je ne me limite pas à ce qui est dans la limite du possible. Si mon cœur m'en fait part, je l'ajoute tout simplement. Pouvoir visualiser ce que l'on veut, c'est très bénéfique car ça permet au cerveau d'enregistrer l'information et de l'assimiler. Surtout si l'on re-regarde ce vision board régulièrement. Je t'avoue que je ne connais pas trop la science exacte qu'il y a derrière les vision boards, mais en tout cas, de ce que disent les chiffres, ça marche. L'année dernière, je n'avais pas fait de vision board en images, mais j'avais écrit mes objectifs et je les avais illustrés avec des petits dessins. Et il faut croire que j'ai atteint la plupart des points que j'avais mentionnés. Réaliser un vision board, c'est au final assez personnel. Tu peux très bien voir le vision board de quelqu'un d'autre et trouver que cela n'a aucun sens, car c'est le reflet de nos propres aspirations.
Par exemple, dans le vision board que je suis en train de faire, je cherche dans un premier temps des appartements car j'ai pour projet de déménager cette année et j'aimerais mettre une photo de l'intérieur d'un appartement cosy et bien décoré pour symboliser ça. Dans la même idée, je cherche un bureau qui symbolise pour moi l'harmonie dans mon travail et aussi une voiture car j'ai eu mon permis mais je n'ai toujours pas de voiture. Je cherche également à trouver une photo d'une tenue bien habillée pour représenter le fait que j'aimerais cette année donner beaucoup plus d'attention à la manière dont je me présente, mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Donc voilà, mon vision board est terminé. On a d'un côté en haut à gauche des photos liées à mes objectifs de travail personnel, mais aussi à la détente avec le livre que j'ai mis qui symbolise le fait que j'aimerais lire beaucoup plus cette année et prendre du temps pour souffler. En bas à gauche, le piano, la guitare, le carnet, la peinture et le patin symbolisent le fait que j'aimerais prendre du temps pour toutes ces activités et pourquoi pas pour d'autres activités. Et enfin, à droite, on a donc la tenue habillée, les voyages, car j'aimerais réellement pouvoir en faire cette année, la voiture, la famille, la création de vidéos et tout ce qui est lié au style de vie que j'aimerais adopter pour cette année avec le sport et l'alimentation équilibrée. Dans l'étape suivante, je réfléchis à des objectifs plus réalistes que je voudrais me fixer cette année et qui me rapprocheront avec le temps du vision board que j'ai réalisé. Il y a une phrase que l'on entend beaucoup dans les livres et les vidéos de productivité et qui pourtant fait toujours autant sens pour moi. Nos actions d'aujourd'hui font notre vie de demain. Parce que quand on y pense, c'est réel. L'école nous a appris à parler, écrire et à nous comporter en société pour que l'on puisse avoir un avenir professionnel. Mais si on applique ce même principe sur le reste, c'est à nous de construire la vie que l'on souhaite mener, où l'on veut habiter, nos possessions, nos activités, notre corps. Si l'on a des envies, mais qu'il n'y a pas d'action, il est très peu probable que ces rêves se réalisent. Alors que si l'on se fixe ne serait-ce qu'à avancer de 1% chaque jour sur ses objectifs, un beau jour, sans même que l'on s'en rende compte, on s'apercevra du chemin parcouru. Et je trouve que c'est réellement le plus beau dans l'histoire. Pas l'achèvement final, mais le parcours, les souvenirs, et la confiance que cela nous donne pour le reste. Dans cette troisième étape pour planifier mon année, j'essaye de rester le plus sincère possible avec moi-même et mes envies, parce qu'il est hyper facile de se faire influencer par les discours et les envies des autres, et d'en oublier ce que l'on veut pour soi. Par exemple, tu peux te laisser tenter par les discours des gens qui vont aller à la salle 2 heures par jour, mais si ce n'est pas réellement ce qui te motive, je pense que ça sert à rien de te l'imposer. Tu peux très bien y aller 2 fois par semaine si ton but n'est pas de devenir un grand sportif ou une grande sportive, mais que tu souhaites juste maintenir une bonne santé. Il y a aussi la possibilité de trouver une autre activité physique pour rester en mouvement, comme la marche, la danse ou encore la natation par exemple. Si le fait de savoir ce que tu veux pour ton avenir te fait stresser, bienvenue dans le club. Ça m'arrive tout le temps d'avoir ces pensées, mais j'essaie vraiment de relativiser en me disant que dans tous les cas, il faut bien commencer quelque part. Ça ne sert strictement à rien de rester paralysé sur du néant. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de savoir ce que l'on n'aime pas que ce que l'on aime. Donc ma manière de voir les choses, c'est de tester le plus de choses possible et de voir par la suite si cela me plaît, en me disant qu'avec le temps, je pourrai toujours réajuster. Donc si tu n'as pas énormément d'idées sur ce que tu aimerais accomplir cette année, tu peux tout simplement reformuler la question de la manière suivante. Qu'est-ce que j'aimerais tester cette année ? Je trouve personnellement que le fait de noter permet de rendre les choses beaucoup plus concrètes et de ne plus les fuir. D'une certaine manière, ça me responsabilise et ça les rend beaucoup plus réels. Pour te donner un exemple concret, disons que mon objectif long terme est de créer une communauté YouTube engagée et intéressée par les sujets dont je parle. Mon objectif cette année sera quant à lui de m'organiser pour pouvoir poster régulièrement, car c'est comme ça que fonctionne l'algorithme YouTube. Il favorise les créateurs de contenu qui sont réguliers. Un mauvais objectif pour cette année serait de me dire qu'à la fin de l'année j'aimerais atteindre les 50 000 ou encore les 10 000 abonnés. Parce que ces chiffres sont indépendants de moi et je ne peux vraiment rien faire pour les contrôler. Par contre, je peux contrôler le nombre de fois où je poste par mois et je sais que plus je crée de vidéos et plus je progresserai dans la réalisation. Et ainsi, plus qualitatives seront mes vidéos et plus elles auront de chances de capter plus de public. Pour lister mes objectifs, j'utilise Excel parce que je trouve ça plutôt pratique pour les organiser. Aussi, je ne me prends pas la tête sur la forme ou pour ordonner ces idées pour le moment. Je me contente juste de lister l'ensemble des idées qui me passent par la tête au moment T. Lorsque je fais cette liste, je réfléchis à quelles sont les choses que j'aimerais acquérir, quelle personne est-ce que j'aimerais être et qu'est-ce que je peux faire pour y parvenir. Il est aussi important de comprendre que pour atteindre cette vision et ces objectifs, il ne faut pas se mettre une pression monstrueuse et arrêter tout le reste. Cette année, je veux absolument prendre soin de mon bien-être mental et physique pour m'aider à lâcher prise. Et le fait de pratiquer des activités juste pour le plaisir à côté m'aide énormément.
Maintenant que j'ai défini ces objectifs, je peux à présent les trier par catégorie. Dans mon exemple, j'ai défini cette catégorie: éducation, divertissement, activité, bien-être physique, bien-être environnemental, projet perso et projet professionnel. Ce tri par catégorie m'aide à donner plus de structure, en regroupant les objectifs qui se rejoignent d'une manière ou d'une autre. Pour chacun de ces objectifs, je réfléchis à pourquoi est-ce que c'est important pour moi et quelles sont les raisons qui me motivent réellement. Si tu souhaites définir ces objectifs pour toi, tu dois savoir ce qui te motive. Parce qu'à moins qu'on ait vraiment que ça à faire, personne ne se lève à 6h du matin tous les jours pour faire un truc sans savoir pourquoi et où cela va mener. Pour te donner un autre exemple, un de mes objectifs cette année, c'est d'apprendre à cuisiner des plats équilibrés. Pas parce que c'est trendy sur les réseaux sociaux, mais parce que j'ai compris ces dernières années à quel point la nourriture avait un impact sur notre corps. Il y a 2 ans, ma mère est tombée malade. Et après plusieurs recherches, elle est venue à la conclusion que sa maladie a été causée par son alimentation, qui s'est dégradée avec le temps. Il y a énormément d'aliments et de produits chimiques que l'on consomme sans modération et ou sans y faire plus attention que ça, qui sont nocifs pour notre santé. La plupart du temps, la facilité et le plaisir immédiat priment. Parce que bon, un petit McDo ou un KFC, ça fait du bien de temps en temps. Mais pour avoir vu les conséquences de cette ignorance, je me dois de faire des efforts pour manger des aliments bruts et de faire mes courses et mes repas avec beaucoup plus de réflexion. Un autre de mes objectifs pour cette année, c'est de prendre plus soin de mon apparence physique. Même si ça peut paraître un peu superficiel sur le papier, je me suis rendu compte avec les années à quel point l'image que l'on renvoie est importante. C'est plus ou moins une manière de communiquer et de s'exprimer sans avoir à parler. Par exemple, quand on voit une personne en costard-cravate avec une barbe bien rasée, on s'imagine tout de suite que cette personne est dans le business. Ces jugements inconscients que l'on a ne sont pas forcément véridiques, mais il n'empêche qu'ils sont présents. Si tu fais une présentation avec une chemise non repassée, les cheveux dans tous les sens et un jean troué, tu donneras sûrement une image de toi qui est bien éloignée de la personne que tu es. Je ne suis pas matérialiste et je me soucie plus du fond que de la surface. Ce qui fait que pendant longtemps, mon apparence physique n'avait aucune importance pour moi. Et ce, même avec la forte pression sociale au collège et au lycée que reçoivent la plupart des filles pour commencer à se maquiller et à mettre la dernière tenue à la mode. Néanmoins, je comprends aujourd'hui que mon apparence physique va au-delà de l'aspect superficiel dans le monde des adultes et peut facilement me fermer ou m'ouvrir des portes en renvoyant de bonnes ou mauvaises ondes. Ça serait beau si on pouvait tout faire, n'est-ce pas ? Mais tout faire, c'est aussi ne rien faire, donc autant prioriser. En général, ce que je fais, c'est qu'au sein de cette liste, je fixe des priorités. Pour cet exemple, j'ai 3 types de priorités: priorité faible, priorité moyenne et priorité élevée. Cette étape est sûrement la plus importante, car sans elle, il est difficile de savoir par quoi commencer et il est aussi très dur de garder la motivation. Pour tous les objectifs que je me suis fixés, je rentre dans le détail pour commencer à réfléchir à un plan d'action. Si je reprends mon exemple sur mon objectif qui est de créer une communauté YouTube engagée, je peux détailler dans cette partie toutes les étapes pour y arriver. Pour réaliser une vidéo par semaine, je dois prendre du temps pour réaliser une veille, donc savoir les sujets que j'aimerais aborder. Écrire le script de la vidéo, enregistrer mon script et réaliser les plans. Faire le montage, donc choisir les musiques, assembler les éléments de manière harmonieuse. Gérer la colorimétrie, réaliser les corrections et les vérifications. Faire la miniature, rédiger les descriptions, etc. De cette manière, je transforme un objectif qui était assez général et flou en un plan d'action concret que je peux commencer à réaliser dès maintenant. Et je fais pareil pour tout le reste. L'exemple que je te présente ici est assez général, mais plus il est détaillé, plus les chances augmentent que l'objectif se réalise. Pour être consistant dans ce que l'on fait, il faut créer des systèmes. J'ai découvert cette notion en lisant le livre Atomic Habits de James Clear, qui explique que pour voir de réels changements dans notre manière de procéder, il ne suffit pas de se motiver quelquefois sur un coup de tête, mais qu'il faut créer des systèmes pour automatiser les processus. Un exemple simple pour illustrer ce propos: si comme moi tu es de nature bordélique et que tu accumules le désordre chez toi, décider de ranger sur un coup de tête, c'est bien et tu auras l'impression d'avoir remédié à ton problème. Mais avec les jours qui vont suivre, tu vas continuer à foutre le bordel partout et tu te retrouveras systématiquement dans la situation initiale. Alors que si tu décidais d'une part de faire attention à ce que tu fais de tes affaires et que d'une autre tu décidais de nettoyer ton appartement 20 minutes tous les jours, tu n'aurais plus cette problématique. La méthode que j'utilise pour créer ces routines est le time blocking. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais si ce n'est pas le cas, le time blocking, c'est tout simplement le fait de diviser sa journée en blocs horaires dédiés à des tâches spécifiques. Le terme a été démocratisé par des experts de la productivité et notamment par Elon Musk.
Même si le principe en lui-même est relativement simple, il est incroyablement puissant et me permet de réaliser des objectifs long terme sereinement. Car je sais que si je suis le programme que j'ai élaboré, le tour est joué. Bon, après, dans l'application, ce n'est pas si simple que ça de se concentrer sur une seule activité à la fois pendant un temps défini et de ne pas être tenté par d'autres distractions. C'est pour cette raison que j'essaye au maximum de limiter les distractions en me mettant dans une bulle. Par exemple, j'éloigne mon téléphone ou je me mets en ne pas déranger. Mais ce qui marche le mieux pour moi, c'est de m'accorder une récompense à la fin de mon programme. Une activité que j'apprécie, une sortie ou encore une soirée chill devant une série ou un film. Au fil du temps, j'ai réalisé que jongler entre plusieurs tâches à la fois entraînait souvent une perte de concentration. En adoptant le time blocking, j'ai réussi à créer une routine plus structurée et à développer des habitudes plus solides. Cette méthode m'a également aidé à surmonter la procrastination et à mieux gérer ma charge de travail. En planifiant des blocs de temps spécifiques pour chaque tâche, je peux anticiper mes journées de manière plus réaliste. Et surtout, je ne stresse plus autant, car je n'ai plus à réfléchir à quoi faire. Si je sens que la charge que je me suis donnée est trop grande et irréaliste, j'adapte de manière à ce que je puisse toujours me sentir satisfaite à la fin de mes journées. Voilà, je t'ai présenté les grandes lignes de la méthode que j'utilise pour m'organiser en chaque début d'année. Mais avant de conclure, je souhaitais quand même te donner des points clés pour ne pas abandonner et ne pas tenir tes nouvelles résolutions que quelques jours. Je peux lâcher 1 ou 2 fois, mais pas 3. Quand je me fixe des objectifs, le plus important pour moi, ce n'est pas d'être irréprochable, mais de me pointer. Il y a certaines fois où je ne serai pas au rendez-vous. Et c'est même très probable que ça arrive plus d'une fois. Parce qu'on est très loin d'être parfait. Mais je ne me laisse surtout pas me démotiver. J'ai le droit de rater 1 ou 2 rendez-vous, mais rater le 3e, c'est abandonner. Et ce n'est pas ce que je veux. C'est super important d'être fidèle aux objectifs que l'on se donne, parce que ça a un gros impact sur notre confiance en nous. Si je ne suis pas capable de faire ce que je dis, comment est-ce que je peux avoir confiance en moi ? Pour ne pas abandonner, il peut être nécessaire de revoir mes objectifs à la baisse. Est-ce que j'aurai confiance en un ami qui me pose des lapins tous les 3 quarts d'heure ? Sûrement pas. Si je sens que l'objectif que je me suis fixé est irréaliste, je ne l'abandonne pas, mais je me pose la question. Quelle fréquence, méthode pourrait être plus réaliste ? Pourquoi est-ce que je n'y parviens pas ? Pour atteindre mes objectifs, je dois prendre soin de mon corps et de ma santé mentale. Lorsque je me fixe des objectifs, j'essaye de ne pas être trop dur avec moi-même. Je prends en compte le fait que mon corps a besoin de repos et de ne pas être surmené. Faire une activité plus de 4 heures de suite sans pause ou plus de 10 heures par jour, c'est sûrement pas la meilleure chose que je peux faire pour mon corps. Si j'en ai la possibilité, j'essaye d'introduire des pauses au moins toutes les 2 heures et varie les activités que je fais tous les jours. Et comme je suis une fille, j'accepte le fait que je fonctionne par cycle et qu'il y aura une semaine dans le mois où je serai beaucoup plus fragile émotionnellement et physiquement. Je ne cherche pas à aller contre ce cycle, mais j'essaye plutôt de l'embrasser. Je favorise le repos et les activités qui me prennent le moins d'énergie dès que je suis dans cette fameuse semaine. La semaine qui suit, mon corps est généralement au top de sa forme. Et uniquement à ce moment-là, je pourrai mettre la barre plus haut. Enfin, dans les objectifs que je me fixe, je fais en sorte de toujours prendre du plaisir. Parce que si ce n'est pas le cas, il est très probable que je finisse par abandonner ou par me sentir surmenée. Et au fond, avec toutes les possibilités que la vie nous offre, pourquoi perdre autant de temps à se faire souffrir quand on pourrait vivre chaque jour avec anticipation du prochain et tout simplement heureux. She puts her hand in mine.